Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu, en onde avec vous comme chaque semaine pour Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un homme, jeune encore, étonnant, généreux et authentique. S'il est à Montréal, il a déjà beaucoup voyagé et il y a bien d'autres horizons dans son regard. Il s'appelle Marc Dumaine, il est un acteur important et respecté du développement personnel sur la scène québécoise. Son credo, oser sa révolution. Écoutons-le. Marc Dumaine, bonjour, et ce que j'aimerais vous proposer tout de suite, c'est que nous fassions connaissance, pour nos auditeurs en particulier, et je voudrais vous proposer que nous prenions l'hélicoptère. Alors bien sûr, ça va être un hélicoptère virtuel, mais je crois que c'est peut-être la meilleure façon de regarder ce parcours de vie, et plutôt que de regarder année par année ce qui s'est passé et qui fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, il y a évidemment des étapes qui auront jalonné, ponctué votre parcours. Et ce que j'aimerais, c'est que vous regardiez tout ça a posteriori et que vous nous disiez de toutes ces étapes, quels sont les moments forts, les moments déterminants qui se détachent, des moments qui auront été fondateurs et qui auront fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, un homme passionné par la vie et passionné par l'être humain. Alors dites-nous, quels sont ces moments particulièrement fondateurs ? Eh bien, premièrement, bonjour François, merci pour cette invitation qui me touche beaucoup. Écoutez, vous avez dit qu'on allait se mettre en hélicoptère. Ce que je peux dire en fait, c'est que ça a été une vie vraiment remplie. Oui, une vie dans laquelle j'ai une passion pour l'humain, mais avant tout une passion pour la vie. Je sais pas d'où ça vient, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai cet amour inconditionnel envers la vie, malgré tous les obstacles qu'elle m'a présentés. Ce qui est le plus marquant dans mon parcours, probablement, c'est la maladie de ma maman. Quand j'avais 9 ans, ma mère a essayé de tuer mon père. Elle entendait des voix dans sa tête. Je comprenais pas tout ça quand j'étais jeune, mais bon, on m'a expliqué qu'elle était schizophrène. Donc, en essayant de tuer mon père, moi, j'ai crié. Mon père a arrêté le couteau et on a interné ma mère quand j'avais 9 ans. Puis c'est sûr que dans des yeux d'enfant, toute notre innocence, on voit la vie multicolore, mais c'est sûr que à ce moment-là, pour moi, ça m'a confronté au fait que la vie n'était pas que multicolore, mais qu'il y avait des tranches plus grises, plus noires, plus blanches. Et ça a fait que j'ai côtoyé la maladie mentale pour le reste de ma vie. Donc, ma mère a été un élément important là-dedans. Ma mère est mon héroïne encore aujourd'hui. Elle nous a quittés. Mais c'est sûr que ma mère m'a appris non seulement la résilience, mais ma mère m'a aimé d'une façon que personne m'a aimé. Et c'était assez fascinant parce qu'elle était dans un asile psychiatrique où il y avait des gens qui mettaient le feu à leur lit. Ma mère a subi les pires sévices. Il y a 20 ans, on lui faisait des chocs électriques. Donc, ça a été pour moi, comme enfant, une prise de conscience déjà sur la vie, un intérêt face à qu'est-ce qui fait que certaines personnes finissent malades, d'autres finissent riches et avec du succès, d'autres finissent heureux, malheureux. Puis le reste de ma vie a été tramé un peu par toutes ces questions-là. Je dirais que j'ai été à l'école de la vie, cette école qu'on n'apprend pas nécessairement dans les livres d'école, justement, donc j'ai été dans le milieu de la mode, j'ai été goûté un peu à ça, de la séduction, vouloir être aimé à tout prix. Ensuite, j'ai goûté aussi à une vie dans laquelle je sais c'est quoi l'espèce de vie avec fond de pension. J'ai été 5 ans au Casino de Montréal à m'occuper de la clientèle VIP. Et puis là, c'est une job prisée. Donc, j'étais supposé d'être heureux dans une job dans laquelle on nous offre des bonnes conditions. Mais encore là, j'ai côtoyé cette espèce de maladie du jeu où les gens jouent à outrance, perdent leur maison, leur famille. Et ça me fascinait. Je me disais, mais comment l'humain peut aller dans ces zones? Puis ironiquement, la vie m'a amené à faire une dépression, un burn-out complètement à 25 ans où j'en pouvais plus de jouer le jeu finalement. J'avais un vide intérieur insoutenable et je m'accrochais à ma maman à qui je parlais tous les jours de son asile. Puis je me posais toutes ces questions. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on finit par être heureux ou qu'on finit complètement fou? Donc j'ai côtoyé un psychologue et rapidement il m'a suggéré de partir à la rencontre de moi-même. Ça a été un point marquant dans mon parcours parce que quand il m'a dit ça, moi je cherchais le livre. Comment on fait pour se rencontrer? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a des étapes?
mais j'ai vite compris que le livre, c'est nous qui l'écrivons finalement. Donc, j'ai pris la décision, je suis un artiste dans l'âme, dans le cœur, et puis je me suis dit, tant qu'à me connaître, je vais partir à New York. Je vais partir me découvrir sur Broadway, à Times Square. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et puis ces 3 années-là m'ont vraiment forgé un bagage, pardon, un bagage unique parce que, ben voilà, à New York, j'ai côtoyé la déchéance, j'ai côtoyé des zones complètement prisées, c'est-à-dire que j'ai voyagé en jet privé, j'ai voyagé le monde, j'ai côtoyé des gens d'un statut très respecté. Et à la fois, j'ai touché à ma plus grande ombre, c'est-à-dire que j'ai fait 2 overdoses là-bas. J'ai également perdu mon permis de conduire pour alcool. J'étais dans une zone où je me cherchais, puis je goûtais un peu à tout. J'ai aucun regret sur cette période, mais c'est sûr que ça m'a forgé énormément justement sur cette passion de l'humain. Ça s'est terminé à 28 ans. J'ai fait une overdose à Broadway. J'ai appelé mon papa et j'ai dit, papa, viens me chercher. Je pense que je me suis assez trouvé. Donc, ça a été, c'est ça, ça a été une époque, encore une fois, dans cette quête de bonheur, très révélatrice pour moi. Inconsciemment, je pense que j'étudiais le comportement humain déjà. J'observais les gens qui m'entourent. Et en revenant à Montréal, j'ai entamé un MBA que j'ai terminé en 1 an. J'ai été plus dans les voies scolaires. Je suis un nerd aussi. Je suis un artiste, mais un artiste intellectuel. Donc, je voulais creuser un peu plus le volet scientifique. Donc, j'ai fait un MBA. Ensuite, j'ai étudié la programmation neurolinguistique. J'ai étudié l'hypnose pour en venir à réaliser que c'est ça ma mission. Ma mission sur Terre, je pense qu'on en a tous une. La mienne, c'est ça. C'est de découvrir qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, on se sabote autant. Qu'est-ce qui fait que nos manques peuvent devenir notre plus grande force. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a 6 ans, en fondant mon entreprise Asana Coaching. Et ce que j'offre depuis 6 ans, c'est ça, c'est des outils pour outiller les gens à ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et à la limite, c'est égoïstement ce que moi, j'aurais eu besoin pour être bien dans la vie, c'est-à-dire comment être heureux, comment se connaître, comment avoir plus d'estime, comment combler les manques, comment vaincre les patterns intérieurs destructifs souvent. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Et voilà. Puis, à travers tout ça, il y a toujours ma maman, Lady Margot, qui veille sur moi, puis qui reste une partie vraiment intégrante de tout ce parcours-là. Écoutez, je voudrais vous remercier évidemment, Marc, de partager tout cela avec nous. Je comprends que ce sont des moments forts, mais aussi chargés d'émotions. Nous comprenons bien en vous écoutant qu'il y a là effectivement un bagage de vie intense, et nous comprenons mieux d'où vient cette passion de la vie et cette passion de l'être humain. Aujourd'hui, effectivement, vous venez de l'indiquer, vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est une jeune entreprise, vous vous occupez du développement personnel, vous êtes un acteur important, un acteur respecté du développement personnel sur la scène québécoise, mais vous faites, vous, une différence. Et ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez maintenant comment et pourquoi vous faites effectivement une différence avec les gens que vous accompagnez. J'ai un malaise un peu en disant que je fais une différence, c'est-à-dire que je me mets pas cette pression du tout. Mais bon, ce qui est extraordinaire, je pense, c'est plus on est dans notre lumière, plus on donne le goût aux gens d'être dans leur lumière. En faisant Asana, je me suis pas mis cette pression de dire je vais aider les gens parce que je prends le 100% responsable. Je pense qu'en tant qu'adulte, on a ce devoir de s'éduquer constamment sur notre personne. C'est sûr que comme enfant, on choisit pas toujours nos parents, on choisit pas les épreuves de la vie, mais comme adulte, on a un choix important, c'est-à-dire qu'on peut choisir à chaque instant la direction qu'on prend avec notre vie. Donc, la différence que je fais, en fait, c'est tous les jours, j'essaie d'offrir une plateforme à travers Asana Coaching des plus avant-gardistes sur lequel je travaille vraiment en constructivisme, c'est-à-dire que les psychologues font un peu l'inverse, ils vont creuser les problèmes des gens. Moi, ma mission, c'est vraiment d'outiller les gens à construire une vie qui leur ressemble, dans laquelle ils peuvent atteindre leur plein potentiel. Donc, est-ce que je fais une différence? Sûrement, mais je pense qu'avant tout, je pratique mon art à moi. Nous sommes tous des artistes, je pense. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un art. Les ingénieurs ont leur art à eux. Moi, mon art, c'est ça, c'est d'être capable de détecter chez chaque individu ou chaque entreprise que je coach
leur plein potentiel et les questionner, leur amener à trouver une voie qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Donc, oui, faire une différence, je pense qu'on peut tous faire une différence. J'ai une tribune en développement personnel, mais je pense souvent aux infirmières qui ont aidé ma mère ou à tous ces préposés aux bénéficiaires. Tout le monde fait une différence. Je pense qu'il faut tout simplement tous les jours se rapprocher le plus de notre lumière et de donner envie aux gens de toucher à leur lumière, de sortir de notre ombre. On est dans une société un peu en déconstruction, on le voit un peu en politique avec l'environnement, mais plus que jamais, je sens que les gens ont envie de sortir de ce marasme et de toucher à des zones complètement fabuleuses. Donc, tant mieux si je fais une différence, mais c'est pas une pression que je me mets, puis au contraire, c'est un beau privilège de côtoyer des gens qui ont envie d'être à leur maximum tous les jours. Je crois qu'en vous écoutant, on comprend parfaitement que c'est davantage un projet de vie qui vous anime plus qu'un projet d'entreprise ou un projet professionnel. Votre démarche avec les gens que vous accompagnez, elle est à la fois attentive, généreuse, mais aussi originale, et je m'explique. Vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux, et par votre présence, vous vous ouvrez aussi très librement. Et certains y voient même de l'exhibitionnisme plutôt, d'autres y voient aussi beaucoup de courage, beaucoup de sincérité. Parlez-nous de cette démarche que vous avez avec les réseaux sociaux. Oui, c'est une démarche qui confronte certains. D'autres personnes me disent effectivement que c'est courageux. C'est une démarche qui est très consciente. Puis elle vient du fait que souvent les gens me disent il faut beaucoup de courage d'être soi, ou il faut le courage de s'aimer pleinement. Et je trouve un peu que ces mots sont dichotomiques parce que pour moi, s'aimer, c'est pas courageux. S'aimer, ça doit être naturel. Au Québec, surtout, on est dans une culture judéo-chrétienne où il faut pas s'aimer trop. C'est-à-dire que si j'écris sur les réseaux sociaux, je m'aime beaucoup, c'est clair que je vais avoir une tollée d'insultes. Les gens vont me traiter de narcissique ou d'arrogant. Alors que, est-ce que c'est pas ça qu'on enseigne à nos enfants à la base, de s'aimer pleinement? Et il y a comme un malaise aujourd'hui avec ce mot. Et moi, tous les modèles que j'ai admirés, que ce soit Céline Dion, que ce soit Oprah, sont des modèles qui ont montré leur vulnérabilité, qui se sont affichés dans toute leur authenticité. Alors, c'est sûr qu'en m'affichant sur les réseaux sociaux, je ne suis ni plus ni moins que personne. On est tous dans le même bateau. Je pense que nous aspirons tous à être heureux. Et j'avais pas envie d'être stéréotypé comme un expert en potentiel humain qui est dans sa tour avec ses outils, parce qu'on finit tous au final par être confrontés aux mêmes choses et on aspire tous à l'équilibre de vie. Donc, voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, je partage ma vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recette unique, mais je partage mes trucs personnels, je partage mon mode de vie. C'est-à-dire que même mon entreprise s'appelle Asana, ce qui veut dire en sanskrit les assises. Donc, comment moi, dans ma quête de bonheur, dans ma quête de créer un empire, comment est-ce que je réussis à trouver cet équilibre? C'est-à-dire en prenant soin de ma tête, mon corps, mon âme. Donc, je partage oui, des trames de ma vie où je vais chercher l'équilibre à West Palm Beach, où je me prends un entraîneur, je vais partager des articles qui m'interpellent dans la presse ou dans certains journaux plus psychologiques. Mais c'est toujours de façon très vulnérable, authentique, pour montrer que oui, c'est possible, puis que derrière mon succès, il y a un humain comme tout le monde qui aspire à juste être bien au final. Donc, puis c'est ça, puis souvent ça interpelle les gens, puis ils me disent, tu sais quoi, quand on te voit aller t'entraîner, tu me donnes le goût de t'entraîner. Puis pour moi, c'est pas plus facile qu'un autre. J'ai mes journées où je suis complètement vidé, j'ai des journées de découragement, j'ai des journées où je me sens seul. Puis de connecter avec cette communauté et de dire, voilà, tu sais, on est tous pareils. Et voilà moi comment je fais de façon très humble. Et trouvons tous à notre façon notre recette pour trouver nos asanas. Alors au final, ma relation avec les réseaux sociaux, c'est très authentique. Puis certaines personnes décident d'être plus discrets. Pour moi, j'ai envie d'une relation complète dans laquelle je me montre sous tous mes couleurs. Puis bon, certains diront que ça dérange. Et à l'inverse, beaucoup de ma clientèle disent qu'au contraire, ça les inspire. Donc, je pense qu'on peut pas faire l'unanimité, mais c'est ma quête
de façon très authentique à être moi, tout simplement. Excellent, excellent et merci à nouveau Marc. Alors, vous êtes à la fois un homme d'écoute, un homme d'analyse, un homme donc de développement, mais vous êtes aussi évidemment un homme d'action. L'action que vous prônez auprès de vos clients, eh bien vous la pratiquez évidemment pour vous-même. Dans une rencontre préparatoire à cet entretien, vous évoquiez un livre en chantier, un livre sur lequel vous travaillez actuellement, et puis également un rêve d'entrepreneur. Est-ce que vous pourriez partager tout cela avec nous? Oui, absolument. Ben, depuis 6 ans, on me demande si j'ai un livre. Ça fait 6 ans que j'écris, mais bon, que je me dis que c'est pas le moment. Et plus que jamais, je sens là, que je trame finalement un livre qui va sortir bientôt. Le titre n'est pas encore établi, mais c'est clair que ça tourne autour du 100% responsable et une forme d'oser sa révolution. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous ce pouvoir de révolutionner à notre façon le monde dans lequel on est. Alors oui, je suis en écriture. C'est un processus pour moi où l'artiste s'exprime. Je laisse aller mon intuition et je vais partager justement toutes ces trames de vie qui ont affiné mon histoire, qui ont fait qu'au final, ben, je me suis trouvé en quelque sorte. Et derrière tout ça, ben oui, il y a les ambitions d'avoir un empire international. Encore une fois, quand on affirme nos ambitions, ça peut avoir l'air prétentieux, mais pour moi, ce n'est qu'une intention très, très noble et très authentique. Et ben derrière Asana, je veux créer un brand de bien-être dans lequel je vais offrir une qualité de service et d'options pour les gens pour investir dans leur bien-être. Donc, dans cet empire, il y aura un hôtel, il y aura des complexes immobiliers, des produits Asana, des retraites, une plateforme web, des centres de coaching et un volet corporatif, d'ailleurs dans lequel on est en train justement de grandir des solutions pour les entreprises, pour leur amener à avoir des solutions avant-gardistes tournées vers le capital humain, l'humain. Je pense que ce qui est le plus important en entreprise plus que jamais. Donc, c'est un peu ça mes rêves, c'est de construire des solutions durables, long terme pour les gens. Souvent, on investit dans une bonne bouteille de vin, dans des beaux vêtements, dans des soupers, dans des voyages à Cuba. Mais ça me fait souvent rire parce que, en tout cas au Québec, on a cette notion de Cuba comme une semaine à aller lire sur le bonheur et de revenir comme si tout allait être parfait. Mais souvent, on se rend compte qu'il faut retourner à Cuba chaque année pour repenser nos problèmes. Donc, souvent, c'est des solutions très court terme qui s'offrent aux gens. Et je pense qu'au contraire, le bonheur, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qu'on doit adhérer tous les jours. Et je veux offrir aux gens un brand dans lequel ils trouveront des solutions pour y adhérer en tout temps. Eh bien, écoutez, c'est prometteur et on a hâte évidemment de suivre tout ça attentivement. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander une toute dernière chose, Marc. En quelques mots, qu'aimeriez-vous que nos auditeurs retiennent de cet entretien? En quelques mots, ce que j'aimerais que les gens retiennent, ben, c'est que tout comme eux, je suis un être vulnérable, en quête de bonheur tous les jours, qu'il n'y a pas de solution ultime, mais que surtout, tout est possible. Je pense que j'aimerais que les gens retiennent que nous sommes la personne la plus importante de notre vie et qu'il faut se traiter ainsi. Que de dire « je m'aime » ben, se conjugue aux 6 personnes. Hein. Je m'aime, je t'aime, il s'aime, nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Ce n'est pas prétentieux de s'aimer, c'est un devoir. Et j'aimerais que les gens retiennent que la vie veut toujours notre bien. C'est-à-dire que je pense pas que la vie est un combat. La vie peut devenir un jeu si on est l'acteur principal de cette vie et que derrière la voix mentale, c'est-à-dire notre hamster hein, qui fonctionne toujours, ben, il y a la voix du cœur. Et dans cette voix du cœur, toutes les réponses sont là. Il suffit juste d'écouter. Et ben, au final, la vie, c'est un privilège. C'est un privilège, puis ça nous est donné qu'une fois. Donc, ben, j'espère que j'aurais donné envie aux gens, un peu comme moi, de vivre à fond, de vivre leur passion, de vivre en cohérence avec leur essence. Puis au final, ben voilà, j'aime la vie, tout simplement. Je vous l'avais dit, l'homme est authentique, généreux, passionné et attachant. Partir à la rencontre de soi-même, je cherchais un livre avec les étapes pour y arriver, nous disait-il au tout début de cet entretien, jusqu'à ce que je réalise que ce livre, c'est nous qui l'écrivons, ajoutait-il. Eh bien, nous vous souhaitons, Marc Dumaine, d'écrire de nombreuses autres pages à ce livre, car vous faites du bien autour de vous, et c'est tellement précieux dans le monde dans lequel nous vivons. Nous aussi, nous aimons la vie, surtout quand il y a des gens comme vous, autour de nous. C'était « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde ?» et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.